Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode d'Historique consacré à une voiture, on ne va pas parler d'une allemande comme la dernière fois, mais cette fois-ci d'une des voitures considérées comme l'une des meilleures JDM au monde, la Nissan GT-R R34. C'est parti. Cette Nissan Skyline a été commercialisée de 1999 à 2002, produite à plus de 11 000 exemplaires et est la descendante directe de la R32 et la R33, elle sortie quelques années auparavant. Cette R34 a été déclinée en de nombreux exemplaires, en version GTT ou GTR. Il faut savoir que les GTT étaient des voitures plus grand public, allant de 140, 150, 200 chevaux, et la version GTR, elle était à 280 chevaux, bridée par une législation japonaise à l'époque, que je vous parlerai juste après. Bon, avant de parler plus en profondeur de la Nissan Skyline R34, on va d'abord parler des anciennes Nissan Skyline. Il faut savoir que dans les années 60, Nissan n'avait pas de vrais moteurs sportifs et de vraies voitures sportives. Et donc c'est pour ça qu'ils ont vu qu'il y avait une marque qui s'appelait Skyline, qu'ils ont racheté en 1966 pour collaborer avec eux, qui faisaient des très bonnes voitures. Ils se sont dit, ok, vous et moi on va se mettre ensemble, on va vous racheter, vous donner de l'argent et vous allez nous sortir une voiture sportive avec notre logo, notre nom, mais on garde quand même le Skyline pour que vous ayez quand même votre empreinte sur la voiture. La toute première voiture qui sort d'usine entre Skyline et Nissan est la 2000 GTR. Cette voiture c'est vraiment tout ce que Nissan et Skyline pouvaient faire à l'époque, 160 chevaux pour 1100 kg, ce qui à l'époque est énorme. Bon, je vous avoue que même aujourd'hui, avec une voiture comme ça, quand on voit la gueule de la voiture, le bruit qu'elle fait quand elle est préparée, etc. Certes, la voiture date des années 60, enfin 60, 69 il me semble, mais vraiment c'est une voiture qui avait tout pour elle. En 1973, après 3 ans de commercialisation de la Nissan GT-R en première version, donc la 2000 GT, on a eu du coup une version améliorée de cette 2000 GT, mais améliorée juste esthétiquement. La voiture est plus arrondie, un petit peu plus longue et un petit peu plus large, mais au final on ne trouve pas énormément de différence, sachant que le moteur est le même, que toute la puissance est toujours délivrée entre 6000 et 8000 tours et que ça pète dans tous les sens. Mais à part ça, en fait, elle a un peu floppé parce que son design moins carré et plus arrondi n'a pas été trop apprécié de la communauté, et ce qui a fait qu'il n'y a eu que 197 exemplaires vendus. Après 1973, il a fallu attendre jusqu'en 1989, ce qui est quand même relativement long, pour avoir une nouvelle GTR, la Nissan Skyline GTR R32. Cette voiture est nommée la EBN R32 et est considérée par tous les fans de Skyline comme l'une des meilleures Skyline GTR jamais sorties. Faut savoir quand même que cette voiture a un surnom un peu comique mais un peu dévastateur quand même de Godzilla parce qu'elle a tout explosé sur son passage. Ce surnom lui vient du fait qu'elle a tout exterminé en course. Au Japon, personne ne pouvait la suivre et en Europe c'était assez compliqué dans sa catégorie. Avec son moteur de fou, le RB26 DETT, elle nous sortait la puissance de 280 chevaux. À l'époque, en 1989, une loi est sortie obligeant tous les constructeurs japonais à ne pas sortir des voitures de plus de 280 chevaux. Cette limite a été donnée par la voiture la plus rapide à l'époque, qui était la Nissan 300ZX. Ils se sont dit qu'ils allaient prendre la plus rapide et dire ok, personne ne déplace plus de 280 chevaux, du coup c'est totalement ce qu'ils ont fait. Mais le problème c'est qu'ils ont du coup créé des moteurs puissants, qu'on a vu comme le RB26 de ETT ou le 2JZ de la Supra, qui en fait pouvaient encaisser tellement de puissance, mais qui était bridé à 280 chevaux. Il faut savoir que cette loi a duré jusqu'en 2004. Bon, si on reparle un peu de la R32, c'est la toute première Nissan Skyline à adopter le badge GTR. En plus de ce badge, on a aussi un 4 roues motrices géré électroniquement et mécaniquement, permettant avant tout de pouvoir garder une très bonne stabilité au sol et une répartition de la puissance sur les 4 roues. Et puis afin de maximiser la puissance du moteur et d'utiliser en pleine partie des 280 chevaux, vu qu'ils étaient bridés, ils se sont dit qu'ils allaient mettre 2 énormes turbos afin de suralimenter le tout et se dire ok, elle fait 280 chevaux, mais en ressenti elle fera tellement plus. En 1995, ils nous sortent la GTR R33, une évolution du coup de la R32, avec un peu d'aérodynamisme en plus, une look un peu plus agressive, toujours les 4 roues motrices, le RB26 DETT, 2 turbos, tout ce qu'on aime, nommé du coup, comme vous vous en doutez, la EBCN R33. Cette voiture à l'époque, malgré ses seulement 280 chevaux, abat le 0 à 100 en 4,9 secondes. Les seules vraies différences notoires qu'on a sur cette R33, c'est la taille des ailerons avant et arrière pour vraiment poser la bagnole au sol et avoir plus d'aérodynamisme, surtout en courbe. Et enfin, on arrive en 1999, l'année de sortie de la Nissan GTR R34. Elle est nommée la GFBN R34, nous sort toujours 280 chevaux à cause de la loi et a un couple de 393 Nm. Sous le capot, on a toujours ce 6 cylindres de 2,6 litres de cylindrée, le RB26 DETT sorti en 89 avec quelques améliorations. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, cette Nissan Skyline a connu de nombreuses versions, en Nissan GTT ou en Nissan GTR. Donc ces versions GT en fait elles étaient dispo en berline ou en coupé, elles allaient de 150 à peu près 200 voire 240 chevaux pour une version, est disponible en boîte automatique ou boîte manuelle. Dans ces versions GT, on avait la version GTT coupée qui était du coup la mini GTR, 280 chevaux pour 350 Nm, ce qui était quand même pas mal. Le souci
on va pas appeler ça un souci, mais on va dire qu'elle était en propulsion et non en 4 roues motrices. C'était une légère différence. Elle n'avait pas l'aérodynamisme du coup de la GTR. Il y a des petits malins et je trouve ça assez drôle et vraiment bien joué à eux, qui ont du coup créé un body kit exprès pour la GTT, permettant en fait de faire croire qu'on roule en GTR. On récupère les appuis aérodynamiques dessus, donc c'est quand même pas trop mal. Mais du coup, c'est comme si on avait une GTR, mais dessous, on n'a pas le moteur de la GTR, le RB26, mais on a le RB25. Et de l'autre côté, du coup, on avait la GTR R34 qui était la plus limitée, la plus puissante, la plus prestigieuse des GTR, des GT et des R34. De cette GTR R34, ça a été décliné 14 versions. Je vais vous en citer quelques-unes. On a eu la GTR V-Spec NURB, V-Spec 1, V-Spec 2, M-Spec, V-Spec N1, la Z-Tune, qui est sûrement la plus connue. Du coup, on va commencer avec la GTR V-Spec, qui est la première déclinaison de cette R34. On retrouve sur cette version pas mal de prises d'air en plus à l'avant, un diffuseur en carbone, un aileron un peu plus ajusté, permettant vraiment un meilleur aérodynamisme à la voiture. En plus de ça, à l'intérieur, on retrouve du coup des sièges baquets permettant de mieux tenir le pilote et d'avoir du coup sur la console centrale un écran permettant de voir du coup la puissance des turbos, la pression des pneus, à quelle puissance le moteur est utilisé, etc. Pas mal d'informations qui permettaient au pilote, que ce soit juste occasionnel ou que ce soit en course, d'avoir toutes les informations nécessaires pour savoir comment sa voiture va. C'était très nul cette phrase. Juste après, on a eu du coup une amélioration de cette V-Spec qui sont appelées la V-Spec 2. Elle a quelques petites améliorations par rapport à la V-Spec 1, mais c'est surtout une amélioration de couleur, le Midnight Purple. Pour faire simple avec ces couleurs, c'est un violet mixé avec un peu de jaune, de bleu et de rouge, il me semble, qui fait que selon l'angle de vue, avec les paillettes, etc., si c'est à la lumière du jour, la fausse lumière, etc., le violet ne ressort pas de la même façon, des fois un peu plus vers le jaune, un peu plus vers le rouge, ce qui fait vraiment une teinte exclusive. Et tu vois, c'est pour ça que la Midnight Purple n'était disponible que sur cette GTR V-Spec 2. Dans la Nissan GTR V-Spec 2, du coup, on a eu la version NURB pour le Number Green, le circuit allemand. Cette version était du coup avec un petit logo du Number Green à l'arrière à côté du V-Spec 2. Elle sortait 280 chevaux bridés parce que le moteur en sortait réellement 335. Et enfin, pour terminer sur les Nissan V-Spec, il nous reste la Nissan V-Spec N1. N1 pour Nismo. Nismo, si vous savez pas ce que c'est le département course de chez Nissan. Nismo est un peu le M et AMG de chez BMW et Mercedes. C'est le préparateur automobile. Et ce qui fait qu'on a la GTR qui est déjà le modèle le plus puissant, la GTR R35 du coup en version Nismo. Donc là je reparle juste actuellement de ce qui existe sur le marché. C'est la R35 Nismo, donc qui fait plus de 600 chevaux, qui est rasée avec tout ce qu'on peut enlever dedans pour ne plus avoir de poids, 4 roues motrices, qui dépote et qui explose tout le monde sur les routes. Et voilà, c'est vraiment une version rasée de la R35 de base, juste pour la performance. Nissan et Nismo du coup ont travaillé pour la première fois sur cette GTR V-Spec N1 pour une voiture qui n'est pas une voiture destinée à la course mais qui est une voiture de série destinée à la route. Elle est seulement limitée à 45 exemplaires et a été éditée de 2000 à 2002. Cette voiture était disponible que dans une seule couleur, le QM1 qui est un blanc nacré spécifique pour Nismo. Sous le capot de cette N1, on retrouve du coup un moteur optimisé par Nismo. Bon, là les gars de chez Nismo, ils se sont dit qu'ils allaient pas déconner. Ils ont pris ce moteur, ils l'ont amélioré au maximum en mettant des pièces de course, un arbre à cam plus puissant, des turbos en céramique, pour se dire ok on est bridé à 280 chevaux, le client quand il l'achète, il a que 280 chevaux, après s'il va aller faire une prépa n'importe où, il peut la booster au moins à 700 voire 1000 chevaux sur certaines prépas qui ont été sorties. En fait, ce qui est vraiment dingue sur cette voiture, c'est que malgré son bridage électronique de 280 chevaux et de 400 Nm, elle nous fait des trucs hallucinants. 12,7 secondes au 0 à 400 mètres, ce qui est une demi-seconde de moins qu'une A45 AMG d'aujourd'hui, donc de 2020, qui fait donc 421 chevaux pour 500 Nm de couple. Vraiment, la différence est énorme, mais par contre, au niveau des performances, on retrouve quasiment les mêmes. Nismo, pour ce premier vrai travail sur cette R34, ils se sont dit qu'ils allaient vraiment pas faire les choses à moitié, comme je vous l'ai dit avec le moteur, qui nous sort des performances hallucinantes, mais en plus, à l'intérieur, ils ont tout épuré, permettant vraiment un meilleur baquet, un intérieur simple, sobre, mais il faut quand même savoir que dedans, on a toutes les options d'une GTR, toutes les N1 sont full option, donc du coup ça rajoute quand même du poids sur une performance qui est quand même là, et elle a plus d'options que la meilleure des GTR R34 qui sortait du catalogue de chez Nissan. Mais bon, par contre au niveau du prix, ça penchait un peu, on était à plus de 150 000 € pour cette version N. Ensuite, on a une autre version qui est la GTR, non pas V-Spec, mais la GTR M-Spec NURB. Cette voiture est sortie en 2002 et limitée à seulement 285 exemplaires. Et c'est la toute première fois qu'une GTR d'origine atteignait les 300 km/h. A l'inverse de la V-Spec, cette voiture avait une boîte plus longue pour atteindre du coup les 300 km/h comme je viens de le dire. Et elle avait aussi des sièges en cuir, sièges chauffants, des suspensions plus souples. En fait, elle était un peu plus pour le quotidien, mais comme elle est assez limitée et que c'était relativement cher à l'époque, la voiture n'a pas non plus été le délit parfait au Japon dans les années 2000. Et enfin, il est temps de parler du Graal de Nissan, la Nissan GTR Z-Tune. Nissan avait décidé en 2002 d'arrêter la production de la Nissan GTR R34. Et quand en 2004, du coup, la loi est abolie permettant à tous les constructeurs japonais de pouvoir sortir des moteurs de plus de 280 chevaux, ils se sont dit qu'ils allaient remettre le couvert pour une version exclusive de la Nissan GTR R34. Je pense vraiment qu'en 2004, quand la loi a été abolie, Nissan devait tellement être frustré depuis 89 qu'ils se sont dit, vous savez quoi, on va prendre la dernière voiture de sport qu'on a fait, la R32,
R33, non, R34, c'est ça? Ok, on prend la R34. On mettait quoi, 280 chevaux? 2,6 litres de cylindrée? Venez, on met 2,8 litres de cylindrée là-dedans. On met 500 chevaux, mais en fait, ça en sort plus. On va mettre 500 chevaux pour le plaisir. On va mettre tout l'aérodynamisme qu'on avait sur les différents modèles de course, sur une seule bagnole. Pour coupler avec ce moteur, du coup, il nous faut bien une boîte de vitesse. La Z1 n'était disponible qu'en boîte manuelle, permettant de se passer un maximum les vitesses et de s'éclater, puisque sur une voiture comme ça, on n'a pas envie d'une boîte auto, on a envie de passer chaque rapport, etc., ce qui est totalement normal. Il faut aller une boîte de vitesse, du coup, qu'encaisse la puissance. La boîte de vitesse peut encaisser bien plus que les 500 chevaux. Ils ont mis une vraie boîte de vitesse dedans, ce qui en crée vraiment... C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on fait 500 chevaux, mais si un mec, parmi les 20 qui en achètent une, a envie de faire une prépa à 630 chevaux, donc, ce que le moteur peut sortir naturellement, voire à plus, puisque le moteur est forgé, donc il peut sortir plus, au moins la boîte de vitesse tiendra, et d'autres éléments de la voiture tiendront sans aucun problème. J'en ai parlé tout à l'heure, mais revenons vite fait sur ces turbos. En fait, ces turbos sont plus gros puisqu'ils sont issus directement de la Skyline GT500. C'est une voiture vraiment de compète, avec un moteur pour la compète, des turbos pour la compète, rabaissés pour la compète, préparés pour la compète. Donc, ils ont mis en fait vraiment, c'est comme si on achetait la Z1, c'est comme si on achetait une voiture de compétition sur la route. C'est aussi simple que ça. Nissan n'était pas seul du coup pour ce projet, il y avait évidemment Nismo qui était derrière à pousser à fond en disant « Nous, ça fait des années qu'on attend de faire des bagnoles de plus de 280 chevaux sur la route, envoyez-nous des voitures, les dernières que vous avez, on va tout assembler à la main. » Du coup, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris chacune des R34 qu'ils ont démontées à la main, mis le nouveau moteur forgé, etc. Et du coup, sur le moteur, on retrouve la signature du préparateur qui s'est occupé du coup de cette Z-Tune là. À l'époque, la Z-Tune était à peu près autour des 180 000 €, donc ce qui était quand même une énorme somme en 2004. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, une Z-Tune, on en a vu une il y a quelques mois sur le marché à plus d'1 million d'euros en vente qui s'est vendue, il y a quelques années à plus de 800 000 €. Et la cote ne fait que de grimper puisque il n'y a que 20 exemplaires, la voiture est très rare, très recherchée, surtout pour son moteur unique, parce qu'on n'a jamais vu de RB28 dessous, alors que le RB26, on l'a vu de la R32 à la R34. Donc là, c'est un moteur unique, forgé à la main, etc. C'est un savoir-faire unique sur cette voiture, ce qui fait, il faut vraiment que j'arrête de répéter des mots style unique. Mais en gros, elle est tellement recherchée que sa cote d'ici quelques années, ça m'étonnerait pas qu'elle dépasse beaucoup plus qu'1 million d'euros. Maintenant, on va clôturer cette histoire de Z-Tune parce que je pense que j'en ai assez raconté sur cette voiture. Je vais juste vous parler un petit peu du RB26 DETT de base de la R34. Comme j'ai dit précédemment, c'est un 6 cylindres de 2,6 litres de cylindrée, d'où le 26 du RB26, 24 soupapes, sortant 335 chevaux normalement et bridé à 280 chevaux durant la période où il était commercialisé. Ce moteur dans la R34 est une amélioration directe du bloc de la R32 où on a retiré les frictions internes qui faisaient perdre de temps en temps de la puissance. Bon, évidemment, l'atout majeur de ce moteur, c'est les deux turbos, des Garrett T28 céramique refroidis par eau. En fait, le fait qu'il soit refroidi par eau permet vraiment que peu importe la chaleur ambiante de la voiture ou la chaleur extérieure, ils puissent délivrer toute leur puissance. Grâce à leur petite taille, enfin leur taille moyenne plutôt, ces turbos permettent de délivrer beaucoup de puissance à bas régime. Du coup, on sait que la plage d'utilisation de ce moteur grâce au turbo est entre 2000 et 8000 tours, ce qui donne une vraie plage d'utilisation. Bon, là je vais faire une petite aparté un peu technique pour vous expliquer comment sont montés ces turbos. En fait, Nissan n'a pas fait le choix de faire comme les autres constructeurs, ils ont décidé de faire un montage différent où c'est un turbo par 3 cylindres, donc ça fait un turbo pour les 3 premiers cylindres et le deuxième turbo pour les 3 autres cylindres. À la comparaison, Toyota, avec sa Supra MK4 a décidé de faire un montage par étage, donc c'est un turbo devant et un turbo derrière, qui du coup s'emboîtent et qui du coup arrivent directement sur les 6 cylindres pour les suralimenter. En utilisant cette forme de division, ils permettent du coup à ce que chaque bande cylindre soit suralimentée à part, permettant une meilleure unité dans le moteur, des meilleures performances à bas comme même au régime et une meilleure plage d'utilisation. Le seul souci, parce qu'évidemment si c'était si simple tout le monde le ferait, le seul souci en fait qu'on a c'est que il y a une vraie difficulté d'ingénierie où il fallait mettre le turbo devant un banc de cylindre sans que les deux turbos s'empiètent, etc. et que chacun alimente son banc de cylindre. Bon, je vais fermer cette page un peu technique, j'espère que vous avez compris, j'ai essayé de l'expliquer du mieux que je pouvais avec mes mots et à ma façon et avec les recherches que j'ai fait. Et maintenant on va parler vraiment pourquoi cette R34 est devenue si mythique. Déjà, comme j'ai dit dans l'introduction, quand je parlais de la R32 qui a fusillé tout le monde en course à l'époque au Japon et en Europe, dans sa catégorie qui était vraiment la voiture à abattre et qui a gagné tellement de courses, qui a été surnommée Godzilla, le mythe de la GTR a commencé à naître à ce moment-là. À la suite de ça, on a eu pas mal de références à la R33 et R34 dans les animés ou dans les films, et je pense que si je vous dis film, le film le plus connu avec une R34 c'est Too Fast, Too Furious et Fast and Furious 4. Dans Too Fast, Too Furious, on voit du coup la R34 au début du film quand il fait une course contre Tej, donc on voit la R34 V-Spec 2 de Brian, donc Paul Walker, qui est grise avec du coup stické bleu. On retrouve cette voiture donc juste au début du film, puisqu'après il se fait arrêter et après on n'a plus aucune nouvelle de cette voiture. Ce
qui est assez faux avec cette R34 du coup V-Spec 2 qu'on retrouve dans Too Fast Too Furious, c'est que malgré le fait qu'on la voit pas longtemps, il y a eu un vrai mythe autour de cette voiture. Et donc des passionnés, du coup, ont recréé le body kit, ont recréé la voiture à l'identique pour se dire j'ai une réplique de cette R34 qui au final a fait une très brève apparition puisque c'est juste une course dans le film, mais qui a vraiment marqué l'esprit puisque c'est vrai que souvent quand on parle de R34 ou de Skyline, on pense d'abord à cette voiture. La seconde apparition de la R34 est dans Fast and Furious 4, on voit Brian qui va infiltrer un gang de trafiquants de drogue où il doit passer la frontière entre les États-Unis et le Mexique le plus rapidement possible. Et là du coup il demande du coup une R34 qu'il peut modifier à sa guise, où il remet du coup un kit V-Spec N1 dessus. Il met aussi pas mal d'autres modifs dessus afin que il puisse passer les épreuves pour entrer dans le gang et l'infiltrer. Faut savoir que pour le film, c'était pas une GTR qui a été prise, mais c'était une GTT en propulsion. Bon, pour être honnête, je sais pas pourquoi ils ont choisi des GTT du coup avec le RB25 de 200 chevaux et non des GTR. Je pense que ça doit être peut-être pour une question de budget. Et parce que aussi, il faut savoir qu'ils en ont cassé quelques-unes, mais ça, j'en reviendrai juste après. Et en gros, du coup, ils ont pris une GTT avec le RB25 qu'ils ont modifié, donc ils ont même modifié le moteur, etc. pour lui donner un look V-Spec N1, donc la version Nismo, du coup, de cette GTR R34. Mais du coup, c'est une GTT qui est en fait sous tout ça. Faut savoir que pour le film, il y a du coup eu 6 GTR, enfin GTT qui ont été faites, 2 qui ont été détruites pour des cascades, 3 qui sont pour pièces et il en reste plus qu'une qui est en bon état. Chaque GTT était modifié d'une façon différente selon les cascades, les scènes, etc. Des fois il y en avait que c'était juste pour le look, des fois il y en avait que c'était pour la puissance, etc. Et du coup la dernière GTT qui reste en circulation, c'est une GTT de 550 chevaux et qui, grâce à un logiciel qui se nomme Turbonetic, qui est un logiciel mis à l'intérieur de la voiture dans le programmateur, atteint de plus de 1000 chevaux. Après, cette information sur le logiciel Turbonetic existe, c'est totalement vrai, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. Certes, on sait que le moteur peut enquiller des chevaux, mais enquiller jusqu'à 1000 chevaux grâce à un logiciel, c'est un peu compliqué. Et cette voiture, du coup, a été mise en vente avec plus de 6000 bornes, enfin, elle avait à peu près 6000 km, 6500, je crois. Et du coup, on l'a jamais trop vu rouler, donc on ne sait pas si c'est vrai que cette GTT peut atteindre les 1000 chevaux grâce à son logiciel. Évidemment, comme pour Too Fast Too Furious, il y a pas mal de fans qui ont fait des répliques de cette GTR GTT, plutôt GTT R34 de Fast and Furious 4, en gardant du coup une GTT sous le capot avec un kit carrosserie V-Spec N1 et en mettant un RB26 dedans, soit directement en boostant le RB25 qu'on avait d'origine dans la voiture. Pour conclure, cette Nissan Skyline est une vraie histoire. On comprend mieux pourquoi elle fait la paire avec la Toyota Supra qui sont considérées comme les deux légendes du JDM. Vraiment, comme la M330, cette GTR R34, c'est vraiment un rêve dans ma vie, juste à conduire. Certes, en avoir une, alors là, j'en parle même pas, c'est plus qu'un rêve, mais juste en conduire une, en conduite à droite, puisque la plupart du coup sont en conduite à droite, puisqu'elles ont été vendues au Japon. En conduite à gauche, c'est l'idéal, puisque c'est la conduite dont je suis habitué, donc voilà. Mais pour moi, même sur une petite ligne droite, monter dedans, même en tant que passager, j'adorerais un jour monter dans cette voiture. Bon, merci à vous d'être resté jusqu'au bout, en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Mettez-moi en commentaire si jamais vous avez une voiture ou une paire de sneakers que vous voulez voir dans le prochain épisode d'History, ce sera avec plaisir que je le ferai. Et puis voilà, vous connaissez la chanson, vous abonnez, mettez la cloche, un petit like, ça me fait toujours plaisir, ça récompense. Puis à bientôt!